Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons évidemment parler de ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale, avec 2 motions de censure qui seront soumises au vote. Je dis bien soumises au vote, 289 députés pour qu'une motion de censure soit adoptée. C'est 287. Pourquoi je dis 80? Je sais plus compter. Non, il y a eu des annulations d'élections. Il y a eu des partiels en cours. Ah oui, il y a 2 partiels, vous avez raison. 289, si nous étions 577, nous sommes un peu moins en ce moment. Vous êtes un peu moins, vous êtes de... Combien vous êtes là? 500... Donc 280. Il en manque 4. Il en manque 4, oui. Il y a des votes, oui, effectivement, des partiels. Bien, donc 287 pour que l'une de ces 2 motions de censure soit adoptée. Nos invités, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, membre de la NUPES, bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Saint-Huil, député Lyotte du Nord, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bruno Millienne, député des Yvelines et porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée, bonjour et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, j'appellerai Véronique Besse, qui est députée non inscrite de Vendée, et j'appellerai Emmanuel Ménard, député non inscrite de l'Hérault, parce qu'on parle toujours des députés qui sont membres d'un groupe à l'Assemblée nationale, mais il y a des députés non inscrits qui choisissent en toute liberté leur vote, voter la censure ou ne pas voter la censure. Avant d'entrer dans le débat autour de ces motions de censure et de cette réforme des retraites, je voudrais vous soumettre cette information qui est passé un peu inaperçu. Jeudi, il y avait conseil d'administration de Total Énergie. Et le conseil d'administration de Total Énergie a indiqué qu'il proposerait une hausse de 10% de la rémunération de son PDG en 2023, Patrick Pouyanné. Qu'en pensez-vous ? Je fais un petit tour. Tiens, Bruno Millienne, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'à un moment, il faut un petit peu de décence et il faut arrêter. Il a été augmenté de plus de 50% l'année dernière. Je sais pas si ces gens-là se rendent compte de ce qui se passe réellement dans le pays. Pas besoin de 10% en plus, Patrick Pouyanné. Alors après, c'est dans son contrat. Hein. C'est dans son contrat. Voilà, il y a eu des résultats exceptionnels pour Total, donc forcément, il a droit à une rémunération complémentaire, une augmentation de sa rémunération. Enfin, je serais lui, je la rendrais. Vous ne l'accepteriez pas? Oui, ou je la rendrai, ou je la rendrai en participation. Benjamin Saint-Huil, qu'en pensez-vous? Oui, mais écoutez, il y a une forme d'outrance et de surenchère permanente. Total a des résultats historiques. On peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir, mais c'est très bien, mais on n'est pas obligé derrière. On peut aussi rappeler que Total a bénéficié de la volonté du gouvernement de mettre en place la ristourne à la pompe plutôt que de taxer particulièrement ces groupes-là. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les chiffres de Total sont encore meilleurs et que ça a eu un impact. Oui, il y a quelque chose d'absolument inacceptable. Malheureusement, c'est toujours ceux-là qui s'enrichissent ces dernières années. Je reviendrai sur le sujet d'ailleurs demain ou les jours prochains. Philippe Brun, qu'en pensez-vous? Évidemment, cette augmentation, elle est inacceptable et dans la période incompréhensible. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est pourquoi Total a fait de si gros profits cette année. Et une grande partie de ces profits, c'est pas la question de l'augmentation du prix du carburant, c'est le trading d'énergie. C'est l'activité spéculative de vente d'énergie et d'achat d'énergie sur le marché européen d'électricité. Donc ces super profits de Total, ils sont à mettre en relation avec le déficit record d'EDF cette année. Vous savez que j'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi de nationalisation d'EDF qui a été d'ailleurs adoptée et qui passe au Sénat en commission cette semaine. Et je crois que nous devons profondément réformer ce marché européen de l'énergie spéculative qui explique en grande partie cette rémunération. Nationalisation de Total? Non, en tout cas... Est-ce que vous seriez... Non, mais je vous pose la question, hein, franchement, est-ce que vous seriez favorable à une nationalisation de Total? Total était jadis nationalisé, c'était Essence et Lubrifiant de France. En tout cas, moi je ne crois pas que ce soit une activité de souveraineté. Je suis en tout cas moi favorable à ce Donc que vous nous n'êtes pas favorable à une nationalisation de Total? Ça nous coûterait très cher compte tenu des bénéfices de cette entreprise. Mais en tout cas, sortir l'électricité du marché européen tel que nous le vivons aujourd'hui, qui est un marché spéculatif. Et quand on voit les bénéfices de M. Pouyanné, quand on voit ces stock options, il faut aussi penser à tous les boulangers qui sont en galère aujourd'hui, qui voient leur facture d'électricité faire x12, x14. C'est Total qui s'en met plein les poches aujourd'hui. Bien, nationalisation de Total, non? Oui, je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Bruno Millienne non plus. Ce serait pas raisonnable en termes de coût.
Ce serait pas raisonnable en termes de coût, oui, ça coûterait une fortune. Ça, c'est évident. Non, si je peux juste rajouter un mot. Oui, ce qui est dommage sur ce genre d'information, c'est que ça jette le discrédit sur tout un tas de chefs d'entreprise qui font plutôt bien leur boulot et qui redistribuent. Et on ne focalise que là-dessus. Mais Total redistribue à ses salariés. Oui, non, mais redistribue, mais c'est tellement énorme ce que prennent les dirigeants. Enfin, il y en a d'autres. On peut parler de Stellantis, on peut parler d'autres entreprises qui sont des groupes fantastiques. Mais il y a un moment où ces gens-là devraient se dire... Moi aussi, je dois participer à ce que vit le pays, et peut-être, là, c'est bon, on ne peut pas aller au-delà de l'outrance, quoi. Bien, il est 11h08. Alors, venons-en à la réforme des retraites. Encore un mot avant, je voudrais que nous intéressions au ramassage des déchets, parce que ça concerne Paris, certains arrondissements à Paris, mais pas que Paris, puisque problème de ramassage des déchets dans de nombreuses communes de France. Dans vos circonscriptions, non, il y a des non, tout se passe bien, rien. Pas directement. Bon, rien. Bon, mais il y a des villes qui sont concernées. La quantité de déchets à Paris en souffrance se stabilise ces derniers jours. Selon la mairie de Paris, Félix Mathieu, on en est où? Oui, 10 000 tonnes de déchets environ sur les trottoirs de la capitale. Ce week-end, des camions bennes réquisitionnaient, collectaient les ordures, comme ordonné jeudi par le préfet de police. L'entreprise de Richebourg a annoncé elle-même dans un communiqué avoir été réquisitionnée par la préfecture de police pour ce service minimum de collecte. Au total, 5 garages de camions bennes ont repris une activité. 2 sociétés concessionnaires de traitement, plusieurs agents requis depuis vendredi, précise aussi la préfecture. Du côté des habitants, quelques-uns par endroit ont pris sur eux de faire venir à leurs frais des camionnettes pour enlever leur tas d'ordures. D'autres, au contraire, de fibres plus militantes, s'emploient à attacher les poubelles entre elles pour empêcher leur enlèvement par les agents réquisitionnés. Et voilà, 2 poubelles unies par les liens du Serflex. Alors ici, c'est une militante d'Alternativa. Les grévistes, en tout cas des 3 sites d'incinération, ont mis en place des barrages filtrants pour laisser passer des camions de collecte. Question de sécurité pour limiter les risques d'épidémie, expliquent ces éboueurs qui ont par ailleurs reconduit leur action au moins jusqu'à demain mardi. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas des paradoxes dans cette grève des éboueurs? Bon, le paradoxe, c'est que les déchets s'amoncellent, c'est que certains les ramassent en privé en louant des camionnettes et vont les décharger n'importe où. Évidemment, pour des raisons écologiques, c'est pas terrible. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là dans ce mouvement, Philippe Brun? Vous le regardez comment? Je ne vois pas le paradoxe. En tout cas, il y a des activités essentielles à notre pays et on s'en rend compte aujourd'hui. Et des femmes, des hommes, surtout des hommes, s'agissant des éboueurs, qui ont un métier essentiel, qui est très mal rémunéré, pas bien considéré. Et ces gens vont être les premiers à payer cette mauvaise réforme des retraites. Par leur action, ils montrent avec vous soutenez cette action, vous? Bien sûr, ils ont le droit de faire grève. Après, vous savez que dans les arrondissements où c'est le privé qui ramasse, il n'y a plus de poubelles. Hein. C'est une vraie publicité pour l'entreprise privée que vous faites, non? Écoutez, ceux qui sont dans le privé peuvent aussi... Je dis ça comme ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout autant le droit de grève dans le privé que dans les arrondissements publics. Sauf qu'ils ramassent les poubelles. Peut-être qu'il y a un meilleur dialogue social de ces entreprises. Il arrive qu'il y ait du dialogue social. Donc dans le privé, il y a un meilleur dialogue social que dans le public. En tout cas, cela dépend des endroits. Ce que je constate, c'est que dans le privé aussi, il y a beaucoup de grèves aujourd'hui. Moi, je vois dans ma circonscription, y compris dans les entreprises privées très rentables, il y a aussi des grèves. Bon, Bruno Millienne, il était temps que, non pas que ça cesse, parce que la grève continue et c'est un droit constitutionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais là, il y avait un problème de salubrité publique quand même. Moi, je suis désolé, les parents qui voyaient les poubelles s'amonceler devant les écoles, alors elles ont été assez rapidement déblayées, les rats qui circulent et tout, ça pose quand même un problème de salubrité publique. J'entendais une élue écologiste de la mairie de Paris dire que les rats n'avaient pas de maladie. Enfin, moi, je veux bien qu'elle... on dit pas rat d'ailleurs, on dit surmulot, j'avais oublié. Moi, je veux bien qu'elle me prouve le contraire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on peut régler le problème facilement. Le président de la République prend la parole. Il retire cette réforme, il change de gouvernement, il installe une nouvelle méthode de travail, et vous verrez, le travail va reprendre sereinement dans ce pays. Il y a eu des semaines de mobilisation qui se sont faites dans un respect absolu de l'ordre républicain, tenu par l'intersyndicale. Et il ne faudrait pas que quelques éléments d'exemple viennent masquer cette réalité. Et donc aujourd'hui, celui qui a les clés du sujet, c'est le président de la République. Alors, le président de la République a les clés du sujet, effectivement.
effectivement, vous avez raison. Il peut décider de retirer la réforme. Va-t-il le faire ou pas? Pour l'instant, il dit non. Je vais jusqu'au bout du cheminement démocratique. Voilà ce qu'il a déclaré. Dernière question autour de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a les épreuves de spécialité du baccalauréat. Certains syndicats d'enseignants demandent à ce que ces épreuves ne soient pas encadrées, ne soient pas surveillées et appellent à la grève. Laurent Berger s'élève contre cet appel à la grève en disant il ne faut pas toucher aux épreuves du bac. Quelle est la position du député socialiste Philippe Brun? Moi, je suis d'accord avec Laurent Berger. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que ce matin, les épreuves vont commencer, que cela se passe plutôt très bien. En tout cas, dans ma région, ça se passe très bien. Donc, il faut évidemment garantir aux jeunes... Il faut bloquer les épreuves. J'avais tout à l'heure un enseignant syndiqué qui appelait à la grève et qui disait il ne faut pas que les élèves puissent passer les épreuves. En tout cas, là, les épreuves, elles ont lieu. Et moi, je pense qu'il faut penser aux jeunes, qu'on préparait avec assiduité ces épreuves. Et ce ne serait pas un bon signal à envoyer à nos jeunes. Encore une fois, cette mobilisation, mon collègue Saint-Tulle l'a rappelé, elle a été exemplaire. Il y a eu des millions de personnes dans la rue, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse. C'était un moment populaire, il y avait des poussettes, des retraités, des gens de tous les métiers, des couvreurs, des maçons, des plombiers qui venaient finalement manifester avec la CGT. On n'avait jamais vu ça avant. Il faut qu'on garde cette belle image de ce mouvement. Et c'est ainsi que je crois que nous finirons par l'emporter. Vous êtes d'accord, Benjamin Saint-Tulle? Oui, je crois que la jeunesse, elle a sa place dans le mouvement social et qu'on n'a pas à dire aux organisations syndicales ce qu'elles doivent faire. Néanmoins, je considère que si l'éducation nationale s'est largement mobilisée cette dernière semaine et qu'elle continuera à le faire, ça ne doit pas être au détriment de notre jeunesse qui, par ailleurs, elle-même exprime une colère sincère et une incompréhension. Donc, il ne faut pas télescoper les sujets. Les gamins qui ont préparé ces épreuves, ils l'ont fait depuis longtemps, avec une perspective de construire leur avenir, d'obtenir des diplômes. On est dans le discours de la méritocratie que nous aimons beaucoup dans ce pays. Et donc je pense qu'il ne faut pas télescoper les sujets. Le temps viendra de bloquer le pays poser encore. D'autres questions. Absolument. Et notamment le bac, la réforme du bac. Bruno Millienne. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'ont dit mes collègues. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Oui. Ça, c'est une épreuve du bac, effectivement, qui a été préparée de longue date par les élèves. Oui. Là, ça serait un petit peu beaucoup de la grosse manipulation et de la grosse ficelle que de faire ça. Laissons-les passer leur épreuve. Déjà, le stress est là. On va pas en rajouter par-dessus. Leur avenir est en jeu, donc laissons-les tranquilles passer leurs épreuves. Bien, motion de censure, votée ou pas, on aborde le débat. Dans 2 minutes, vous êtes sur Sud Radio, 11h14. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18, la réforme des retraites, 2 motions de censure qui seront soumises au vote. Je disais je m'étais trompé, 289, non, 287 pour que l'une des 2 motions soit adoptée. Nous avons 3 invités, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, Bruno Millienne, député des Yvelines, porte-parole groupe Modem à l'Assemblée, et Benjamin Saint-Tulle, groupe Lyotte du Nord, 20 députés, Lyotte. Je dis pas de bêtises. Absolument. Bon, d'accord. Et puis, en ligne, j'ai Véronique Besse, que je remercie, députée non inscrite de Vendée. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns députés non inscrits. Vous ne faites pas partie d'un groupe à l'Assemblée nationale, dont vous votez en toute indépendance, liberté. Personne ne vous dicte votre conduite. Qu'allez-vous faire cet après-midi ? Écoutez, parce que je suis libre et indépendante, je vais justement faire un vote en mon âme et conscience, parce que aussi j'ai fait beaucoup de terrain ce week-end et j'ai entendu ce que m'ont dit mes électeurs sur le terrain, et je vais voter en faveur de la motion de censure. Les 2 motions de censure, vous allez voter parce qu'il y a 2 motions de censure, l'une du Rassemblement national et l'autre du groupe Lyotte. Tout à fait, je voterai les 2 parce que pour moi c'est pas le sujet, quelle que soit l'origine de ces motions de censure, c'est pas le sujet pour moi, c'est ce qui s'est passé jusqu'ici est tout à fait antidémocratique. Moi je veux pas avoir un rôle de spectateur, j'ai été élu par mes concitoyens, donc je veux jouer un rôle et je veux surtout être leur porte-voix parce que ça fait depuis 9 mois que nous sommes élus, le 11e 49.3 que nous subissons. Et c'est celui de trop, là, le 11e, parce que moi, je voudrais pouvoir voter. Et je pense que si on avait voté jeudi, il y aurait moins de violence aujourd'hui dans le pays. Cela dit, là, vous allez pouvoir voter, Véronique Besse. Justement. Ça revient au même, à la limite. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Oui, ça revient au même. Mais je pense qu'on a créé de la violence pour rien. Il aurait fallu qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte
les députés, qu'on respecte le peuple. Bon, merci beaucoup, Véronique Besse. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis en direct sur l'antenne de Sud Radio. Et je vais, dans un instant, appeler une autre députée non inscrite, Emmanuelle Ménard, députée de l'Hérault, qui va nous dire ce qu'elle va faire cet après-midi. Alors, ça ne revient pas au même pourquoi. Imaginons, jeudi, vote. Jeudi, vote de tous les députés. Oui. Sur quoi? Sur le texte de la réforme des retraites. Oui. Aujourd'hui, vote de tous les députés. Oui. Sur quoi? Sur la réforme des retraites. Non, Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez pas dire ça. La semaine dernière, la possibilité qui était offerte à l'Assemblée nationale, c'était de dire si oui ou non il y avait une majorité pour le texte des retraites. Le président de la République et le gouvernement ont décidé de passer en force, de tordre le bras aux députés et de ne pas permettre ce vote, craignant d'être minoritaire. Bon, drôle de perception de la démocratie. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, ça n'est pas la réforme des retraites, ça n'est pas la question qui est posée aux députés de l'Assemblée nationale, c'est est-ce que vous voulez voir tomber ce gouvernement qui a échoué? Et la question, elle se pose à tous, particulièrement à nos collègues républicains. Moi, je les entends depuis le début du mandat nous dire qu'ils sont dans l'opposition. Eh bien, chiche, soyons en cohérence, mesdames, messieurs, votez cette motion de censure, pas par plaisir du désordre, mais parce que vous voulez voir tomber ce gouvernement, ou alors vous ne direz plus que vous êtes dans l'opposition, vous accepterez de faire partie de manière silencieuse de la Macronie, et vous devriez même dire que la réforme des retraites, elle a une position libérale de principe, que c'est une position classique de droite, et que vous avez envie de participer au gouvernement, c'est aussi une option. Bruno Millienne. J'ai évidemment pas la même analyse que Benjamin Saint-Huil, parce que quand cette histoire de 49.3 suivie d'une motion de censure a été inscrite dans la Constitution de 58, dans l'esprit du général de Gaulle, c'était bien simple. Vous avez un texte que personne ne veut, même peut-être pas le Parlement, mais le gouvernement décide qu'il est d'intérêt général pour la nation. Donc il pousse le Parlement à se prononcer en dégainant le 49 alinéa 3, comme la Constitution le lui permet, ce qui entraîne automatiquement une motion de censure. Ça oblige les députés à se prononcer. Absolument, sur la motion de censure. Si, et là je rejoins Benjamin Saint-Huil, si effectivement il y a une majorité de contre, normalement on devrait les retrouver sur la motion de censure et les motions de censure devraient être adoptées. Chacun, mais ça c'est l'esprit dans lequel a été fait cet article 49.3. Bruno Millienne. Mais moi j'ai toujours dit que je voterais le texte, donc je ne voterai pas la motion de censure. Donc vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue du MoDem qui lui appelle à ce que le gouvernement change? Vous ne souhaitez pas voir le gouvernement changer? Le gouvernement changera peut-être après, vous n'en savez rien. Il n'y a pas besoin du 49.3 pour faire changer un gouvernement. Vous avez raison. Les clés sont à Emmanuel Macron. Oui. C'est le président de la République qui les a. Alors, parce que c'est très très intéressant ce débat. C'est pour ça que je mets le doigt là-dessus. C'est très intéressant. Philippe Brun. C'est simple. Aujourd'hui, 71% des Français souhaitent que nous censurions ce gouvernement. Moi, j'étais ce week-end dans ma circonscription, à Louviers, à Beauroger, en Roumois. J'ai serré la main de 200 personnes. J'ai vu que des gens qui m'ont dit on compte sur vous pour censurer le gouvernement. Mais vous avez vu que des amis, là. Non, j'ai vu. Non, je vous assure. Il n'y aura pas des anciens. Il y a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Pas des anciens avec des personnes âgées. Pourquoi? Parce que les gens ne supportent pas ce coup de force antidémocratique. Ils disent le 49.3. On est d'accord. Mais ce n'est pas antidémocratique. C'est l'acte suprême de la démocratie. C'est constitutionnel, mais pas forcément démocratique. Laissez-moi terminer. C'est tout le débat aussi. Les gens nous disent le 49.3, ok, pour le budget, pour certaines réformes, la loi Macron, les histoires de notaires, bon d'accord. Mais là, c'est la retraite. Et la retraite, il faut un vote. C'est 2 années de vie dont on parle. Mais vous allez voter. Et c'est pas normal contre. Non, mais c'est contre le gouvernement. C'est pas contre la retraite elle-même. Ça revient à ça. Et si on avait voté, vous auriez perdu. C'est ça la réalité. Vous avez refusé de perdre. Donc ce coup de force, c'est surtout le président de la République a peut-être eu peur d'aller au vote, peur de perdre. Les gens nous disent, Jean-Jacques Bourdin, les gens ils nous disent, là Macron, il est allé trop loin. C'est le verbatim du week-end. Tout le monde a entendu la même chose. Macron est allé trop loin. Et c'est la raison pour laquelle il faut voter la censure. Donc vous votez la censure. Même quand on est dans la majorité présidentielle comme M. Millienne, je crois qu'on doit voter la censure. On a besoin d'un nouveau gouvernement. On a besoin d'un nouveau gouvernement qui comprenne l'urgence sociale dans le pays et l'urgence démocratique. Monsieur Brun, je voterai en cohérence. Pour moi, cet après-midi, les contres doivent s'exprimer. Moi, j'ai toujours dit que je voterai cette réforme des retraites, quoi qu'il m'en coûte, parce que je suis persuadé qu'il faut rétablir les comptes de notre système de retraite. Et donc, je n'ai pas à voter la motion de censure.
Après, le président fera ce qu'il veut, c'est dans sa main, c'est à lui de le voir. Je vais entrer dans un autre débat, parce que, quand même, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je suis ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et je me mets à la place des Français. Il y a 2 motions de censure, et les Français ne comprennent pas cette vie politique, et nous irons dans notre discussion vers le compromis. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à ouvrir des compromis en politique? C'est l'un des seuls pays d'Europe où on n'arrive pas à discuter, à dialoguer, ce qui est regrettable pour la vie politique, la vie démocratique de ce pays. Il y a 2 motions de censure, et je vois alors des députés qui en voteront une, mais qui voteront pas l'autre, alors qu'elles portent sur le même texte. Comment voulez-vous que les Français comprennent ça? Comment voulez-vous, et je vais vous poser la question, Philippe Brun, vous voulez voter la motion de censure Lyotte, dont je suis signataire, donc c'est aussi la motion de censure socialiste. Bon, voilà. Socialiste, mais vous ne votez pas la motion de censure du Rassemblement national qui est sur le même texte, qui est sur la même réforme. Comment voulez-vous que les gens comprennent ça? Il est 11h26. Emmanuel Ménard est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je dis Emmanuel parce que je vous connais bien. Nous sommes de la même région. Eh bien. Oui, non, mais nous sommes de la même région. Puis j'aime beaucoup Emmanuel Ménard et Robert, je le dis franchement. Je ne partage pas toutes les opinions politiques peut-être d'Emmanuel et Robert, mais je les aime beaucoup. Alors Emmanuel. Non, également. Bon, Emmanuel, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Vous êtes députée non inscrite. Tout à fait. Je suis députée non inscrite et comme Véronique Bess l'a dit tout à l'heure, voilà, je suis très jalouse de mon indépendance et de ma liberté de vote. Oui. Je ne fais pas partie d'un groupe politique et encore moins d'un groupe politique où on nous demande de respecter des consignes de vote. Donc moi, je fais en mon âme et conscience. Oui. Pour parler très clairement, moi, je regrette ce 49.3. Oui. Mais je ne voterai pas la motion de censure. Je la voterai pas pour une idée toute simple. C'est que, d'abord, j'ai vu, et j'ai beaucoup regretté, qu'il y avait des députés de la France Insoumise qui avaient signé cette motion de censure. Moi, je me ferai jamais la complice de personne, et là je parle des députés, pas de Lyotte évidemment, vous le savez, je parle ici des députés de la France Insoumise, qui ont une telle détestation et un tel mépris pour nos institutions. Moi, je veux pas faire l'allié du parti de la violence et du chaos, parce que c'est ça la France Insoumise. La France Insoumise, c'est la démagogie. Vous savez, ils proposent dans leur programme pour les retraites alternatives, c'est 1 600 € minimum pour tout le monde, départ à 60 ans, c'est n'importe quoi. On ne peut pas le faire et les Français le savent bien. La France Insoumise, c'est un parti qui se réjouit des malheurs de notre pays et je ne peux pas le supporter. La France Insoumise, c'est le parti des insultes permanentes, les assassins, les ballons de foot avec la tête d'un ministre, les appels, les menaces, les outrances, la délation même, ils publient des listes. Je ne peux pas supporter ça. Et la France Insoumise, je voudrais quand même le rappeler, parce que c'est important de le rappeler. D'abord, c'est le parti de la haine de la police. Je vous rappelle quand même que selon la France Insoumise, c'est la police qui tue en France. Et c'est la haine aussi de ce que Jean-Luc Mélenchon qualifie de système, mais dont il a toujours, lui, profité. Il a toujours profité de ce système. Et puis, il déplore que M. Macron ne soit pas légitime, mais ce sont ces députés qui ont voté pour lui au 2e tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen. Alors moi, cette incohérence, ce chaos, cette violence, cette détestation de nos institutions, ce détournement, qu'est-ce que ça veut dire de chanter la Marseillaise avec le poing levé dans l'hémicycle? Je ne pourrais jamais être l'allié de ces gens-là. Bien. Eh bien, merci. Emmanuel, vous voulez répondre à Emmanuel Ménard vite, Benjamin Saint-Huil? Oui, je veux juste dire qu'il ne faut pas toujours se cacher derrière son petit doigt. Il faut 58, je vais terminer, chers collègues, avec beaucoup de respect. Il faut 58 signatures pour que la motion de censure soit déposée. Le groupe Lyotte, nous sommes 20. Et il y a une quinzaine de parlementaires qui ont signé. Non, 30, non, s'il faut 58, il y en a que 15. La motion de censure, elle a été signée par 90 personnes. Oui, un instant, Madame Ménard, j'y viens. Il faut 58 signatures pour pouvoir la déposer. Le groupe Lyotte, nous sommes 20. Nous avons donc forcément besoin que les oppositions viennent se coaguler à nous pour que nous puissions porter cette motion de censure. La réalité, c'est que les premiers que nous sommes allés voir, les premiers que nous avons interrogés, ce sont les Républicains.
en leur disant vous avez l'occasion d'assumer votre rôle d'opposition. Ils n'ont pas souhaité le faire parce que, en termes d'affichage, ils avaient du mal à l'assumer. À un moment donné, il faut bien trouver. Si j'ai bien compris, quelle hypocrisie chez certains députés LR. Voilà, ils ne signent pas la motion de censure, mais ils vont la voter. Ils ne signent pas pour pas être. Mais Jean-Jacques Bourdin, mais comment voulez-vous que les Français aiment la politique? Est-ce que Emmanuel Ménard va voter la motion de censure du RN? Parce que là, il n'y a pas de sujet. Mais non plus, parce qu'elle ne sert à rien. Donc vous voulez une motion de censure qui est portée par des gens qui ne sont pas des extrêmes, je peux vous rejoindre. Mais à un moment donné, si vous ne signez pas les motions de censure que vous espérez, le gouvernement ne tombera jamais. Et aujourd'hui, le chaos et le désordre, c'est le 49.3. J'espère que M. Macron aura entendu justement le signal fort qui a été envoyé par l'hémicycle, mais aussi surtout par la rue, et qu'il décidera de lui-même et sans 49.3, parce que de toute façon, je ne vois pas comment on pourra continuer autrement, un remaniement en profondeur. Bon, et bien là, je peux vous rejoindre. Ben voilà, mais Emmanuel Ménard, merci dans tous les cas. Premier compromis. Merci Jean-Jacques. Merci. Il est 11h31, c'est très clair. Vous avez votre avis, vous allez répondre. Hein, vous avez votre avis sur la question. Nous allons regarder les manœuvres, parce que quand même, pardonnez-moi tous les trois, mais des manœuvres politiques à l'Assemblée nationale, il y en a en ce moment. Hein, ça fleurit de tous les côtés. Nous allons en parler. 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons eu deux informations depuis 11h. 1. Véronique Besse votera la motion de censure, députée non inscrite de Vendée. 2. Emmanuel Ménard, député non inscrite de l'Hérault, ne votera pas la motion de censure. Un partout. Bien, il est 11h34, 287 voix. C'est une motion de censure. Alors, il y a deux motions de censure déposées. La motion de censure Lyotte. Alors, tout le monde s'est rallié à Lyotte discrètement. Même le RN, j'ai vu, est prêt à voter votre motion de censure. LFI discrètement a co-signé cette motion de censure. On est bien d'accord? Oui. C'est-à-dire que vous rassemblez tous les extrêmes. On rassemble toutes celles et ceux qui veulent voir tomber ce gouvernement. Bon. Je le précise, le groupe Lyotte, c'est un groupe que je qualifierais de modéré. Moi, je suis issu de la gauche, il y a des gens issus du centre et de la droite. Si les modérés de ce pays, qui ont vocation à toujours chercher l'intérêt général en liberté, qui veulent voir défendre les territoires et porter une politique qui réponde aux besoins des gens, si ceux-là, ils sont dans une situation de déposer eux-mêmes une motion de censure, ça dit quelque chose de l'état du pays et de la manière dont le gouvernement a malheureusement, lamentablement échoué. Est-ce que dans le groupe Lyotte, les 20 députés voteront la motion de censure? Non, je ne le crois pas, Jean-Jacques Bourdin, parce que justement, nous sommes en liberté, donc je ne suis pas sûr que tous mes collègues le fassent. Je crois que 15 ou 16 ont signé la motion de censure, donc ceux-là, en cohérence, ils la voteront. Après, il y en a sans doute qui ne le feront pas, et moi je respecte ça. Dans votre groupe vous verrez ceux qui n'ont pas signé. Non, mais vous le savez. Oui, il y a les anciens UDI qui sont partagés, je pense, sur le sujet, parce que on peut l'entendre, mais moi je ne suis pas là pour convaincre tel ou tel député de voter. Je dis simplement qu'au-delà de la motion de censure, celui qui a les clés, celui en responsabilité, qui doit prendre des décisions, qui doit agir, qui doit changer, c'est le président de la République. Alors moi, je voudrais, parce qu'il y a une hypocrisie totale, on a souligné à juste raison l'hypocrisie d'Emmanuel Macron lui-même, qui a changé d'avis sur la réforme des retraites. Remarque, on peut changer d'avis. Mais Marine Le Pen aussi avait beaucoup changé d'avis. Marine Le Pen a changé d'avis, tout le monde a changé d'avis. Mais alors, il y en a un qui a vraiment changé d'avis, je regrette qu'il ne soit pas là, c'est le député Dumont. Député Dumont, qui est député LR, voilà ce qu'il disait le 10 décembre 2019. J'ai vu son tweet. 10 décembre 2019. Si on veut préserver le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire ne pas augmenter les cotisations, ni diminuer les pensions, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 puis 65 ans, car nous vivons plus longtemps. Voilà ce qu'il a déclaré. Nous sommes en 2023, 4 ans après. Il va voter la motion de censure, il va voter contre l'allongement. Il est député LR. Pourquoi? Parce que c'est de la posture politicienne. Comment voulez-vous? Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi ces politiciens? Non, il est élu d'une circonscription très populaire, il est élu de Calais. Donc il joue sa carte personnelle et pas l'intérêt général. L'intérêt général, non mais pardon. Moi j'aimerais bien qu'il soit là, il n'a pas voulu être là, mais j'aimerais bien. J'attendais que ça sorte comme ça, alors ça c'est parfait comme réponse. Pardon, si l'intérêt général, c'est cette réforme malfagotée que vous nous avez donnée, qui en plus, maintenant aujourd'hui, n'est même pas équilibrée financièrement. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes devant la Commission des finances, nous dit, dès 2023, la réforme elle coûte 400 millions d'euros de plus par an au budget des
comptes publics. Oui, elle amène 6 milliards de mesures sociales en plus. Oui, mais cette réforme, elle est tellement mal faite. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Mais non, mais l'intérêt général, vous n'en avez pas le monopole. C'est nous qui décidons de l'intérêt général. Nous tous qui représentons l'ensemble du peuple français. Et l'intérêt général, ce n'est pas de faire travailler plus longtemps ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. L'intérêt général, c'est d'équilibrer les comptes. Non, on n'équilibre pas les comptes sur le dos des gens qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler le plus tôt et qui exercent les métiers les plus pénibles. Mais là, on est d'accord, mais c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de travail. Moi, je ne suis pas membre de son parti. Mais pardon, le député Dumont en 2019, vous pensez qu'en 2019, il pensait quoi? En 2019, il pensait que la réforme des retraites était indispensable pour équilibrer les comptes. En 2023, parce que les comptes, la situation a vraiment changé. Avec le creusement du déficit. On peut faire différemment. Jean-Jacques Bourdin. On peut faire différemment. Moi, j'ai une réforme à vous proposer pour équilibrer les comptes. Vous, j'aimerais que vous me disiez ce que vous faites de 43 annuités et de la retraite à 60 ans. Vous avez légitimement le droit de vous émouvoir en disant que c'est surprenant. Mais oui, en disant c'est une réforme de droite, c'est bizarre que la droite ne vote pas. Mais il faut dire les choses clairement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui s'était fait élire en 2017 sur une promesse de politique nouvelle, où on va chercher les meilleures idées de la droite et de la gauche, on fait vivre l'intelligence collective. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'écoute plus que lui-même et que son camp resserré. Il n'est plus capable de créer les conditions de dialogue avec la droite responsable, avec la gauche responsable. Il n'est pas capable de construire des coalitions intelligentes. Et du coup, il est tenu par les contre-pieds des Républicains qui savent plus bien où ils habitent. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est vrai, Benjamin Saint-Tulle, parce que je vais vous poser quand même une autre question. C'est, on est dans une crise politique pour une raison toute simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que l'opposition n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors vous pourriez créer une majorité. Il y a une motion de censure. Vous, Philippe Brun, il y a une motion de censure qui est déposée par le Rassemblement national. Vous la votez ou pas? Vous voulez que les socialistes créent une majorité avec le Rassemblement national? Ah bah donc il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, pas de majorité. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de censurer ce gouvernement. Ensuite, il peut exister. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas la motion de censure de l'Assemblée nationale? S'il doit y avoir, Jean-Jacques Bourdin, une seule personne qui ne banalise pas le Rassemblement national, ce sera moi. Et je serai peut-être le dernier à ne pas voter les propositions du Rassemblement national et à ne pas voter la motion de censure du Rassemblement national. Mais ça ne change rien. Mais ça ne change rien. Mais cela ne change rien. Cela ne change rien au résultat, puisque nous allons tous voter la motion de censure transpartisane. Et donc cela ne change absolument rien. Pour faire tomber un gouvernement, mais vous n'êtes pas transpartisan pour construire une majorité. Si j'ai bien compris. Je vous le dis, Jacques Bourdin, on peut avoir ce débat aujourd'hui. Ce matin, je crois qu'en France, nous avons une faible culture parlementaire et que les institutions de notre 5e République présidentialiste ont, de mon point de vue, apporté en tout cas des problèmes à notre vision du dialogue. Il faut qu'on ait davantage de dialogue. Moi je crois, oui, que nous pouvons réfléchir à construire des coalitions différentes. Et c'est au président de la République de construire cette coalition. Je souligne tout ça volontairement, je suis un peu provocateur parce que je me mets toujours, j'adore ça, parce que je me mets toujours à la place des électrices et des électeurs qui ne comprennent pas toujours ces jeux politiciens et ces jeux parlementaires. Franchement, Bruno Millienne. D'ailleurs, il y en a trop de jeux politiciens, on le sait bien, c'est ce qui nous tue et c'est pour ça que je me suis engagé aussi. Mais quand vous voyez le paradoxe qu'il y a dans cette assemblée où d'un côté, effectivement, et je suis le premier à les combattre, on ne votera jamais rien avec le Rassemblement national. En revanche, on s'allie avec la France insoumise qui bordélise l'Assemblée nationale depuis 2017 et qui ne fait qu'une chose, c'est mettre le chaos dans la rue. Moi, je me souviens. Moi, je me souviens quand même encore pendant les Gilets jaunes de défiler dans la rue avec des députés LFI, avec la tête d'Emmanuel Macron sur une pique. Et c'est avec cela qu'on s'allie pour 2022. Moi, j'ai un petit souci là-dessus. Le jour où tout le monde laisse tomber les extrêmes, moi, je travaille avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Ah, très intéressant. Alors, on y va. Alors, allez-y. Bon, disons les choses clairement. Moi, je fais partie de ceux qui rejettent le Rassemblement national avec fermeté et qui considèrent que la gauche radicale n'a aucune chance de diriger ce pays et qu'en plus, elle participe parfois à le rendre encore plus illisible. Quand on a dit ça, en fait, il y a un point commun entre les gens qui sont là autour de la table aujourd'hui. Nous avons tous, je crois, voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que nous sommes représentatifs de notre société. Un électeur sur deux qui a voté Emmanuel Macron au deuxième tour l'a fait pour éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc ne nous demandez pas de voter avec l'extrême droite, ça n'a aucun sens. Et cette motion de censure, c'est de la communication politique. Vous tombez dedans à pieds joints parce que vous savez bien que le Rassemblement national ne fera jamais passer cette motion de censure. La seule qui puisse passer, c'est la motion transpartisane
Jordan que Lyot a déposé. Mais pour dire les choses clairement, la réalité, c'est que le gouvernement doit tomber parce qu'il est carbonisé. Il a choisi un 49-3 en force alors qu'il est minoritaire et dans la rue et au Parlement. Le président de la République doit acter qu'il s'est trompé. Macron 2 doit tuer Macron 1 et il doit dire enfin, j'ai compris, je n'ai plus les pleins pouvoirs, je ne suis plus en majorité absolue, je dois travailler différemment. Et alors là, vous nous reparlerez de coalition à l'allemande, d'intelligence collective, mais c'est à lui de l'organiser. Ouais, mais je rajouterai une chose, Jean-Jacques, si vous permettez. Il faut absolument, du coup, que nous, députés, là c'est de nous que je parle, hein, nous, députés, nous nous mettions en dehors des postures, dans la possibilité de travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Bah, ça, j'imagine. On va cas. parler de cela parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que construire des compromis, il n'y a pas de culture de compromis, on le disait, en France, malheureusement. Mais comment faire? Il faudrait que vous, députés socialistes, vous libériez de la France insoumise. On est tout à fait libre, Jean-Jacques Bourdin. On a une totale liberté de vote. Comprenez ce que je veux dire, vous libérer, c'est-à-dire ne plus... Ah oui, vous libérez. Oui, nous sommes totalement libérés. Sortir de la NUPES. Sortir de la NUPES. Mais ça, c'est le rêve. Redevenir le Parti Socialiste. Ça, c'est le rêve de la Macronie. C'est que nous soyons divisés pour qu'ils puissent gagner toutes les élections. Non, c'est pas le rêve de la Macronie. Je veux dire quelque chose. On n'est pas prêt de construire une culture de compromis. Non, mais je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, le Parti Socialiste vote de manière totalement autonome à l'Assemblée nationale. Nous avons, par exemple, voté. Vous ferez quoi? On verra très bien. Pour l'instant, on est très très loin d'une liste commune avec qui que ce soit d'autre. On verra bien. Vous êtes en discussion aujourd'hui. D'une liste commune ou d'une liste indépendante? Je pense qu'il faut une liste commune de la gauche. Oui. Voilà. Bien, mais quel rapport? Mais quel rapport? Le compromis est déjà mort. Pourquoi? On peut faire des compromis avec tout le monde. On pouvait faire le compromis avec la gauche. Oui. Tout à fait. Mais pas cette gauche-là, cette gauche radicale-là, celle que porte Jean-Luc Mélenchon. Vous la caricaturez en permanence. C'est pas à moi que vous allez Vous parlez de la bordélisation à l'Assemblée, Monsieur Millienne, d'accord? Moi, je peux vous dire qu'y compris vous bordélisez souvent, d'accord? Donc les caricatures. Les caricatures de la France insoumise est un peu et donc moi je veux dire les députés macronistes sont les premiers à bordéliser, les premiers à insulter, les premiers à faire des tweets contre les députés les uns et les autres, à insulter les grands-parents des uns et des autres. Moi je ne suis pas LFiste, d'accord? Vous voyez, d'accord? Donc ce n'est pas ce que je suis. Bien, mais comme vous en défendez, non mais donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est ne pas se payer de mots. Ce qu'il faut c'est travailler dans l'intérêt du pays, d'avoir un parlement qui parlemente, un gouvernement qui soit responsable devant le Parlement. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est de faire tomber ce gouvernement et au président de la République de construire un gouvernement d'union nationale. Et nous sommes prêts à discuter de ce sujet. Je précise que ce n'est pas le cas des socialistes. Je vous mets en dehors de tout ça. Qui réclame la démocratie au Parlement et pose systématiquement des motions de rejet? C'est démocratique, une motion de rejet. Quand vous mettez une motion de rejet, c'est que vous n'avez pas envie de débattre. Qui a dans son programme le droit révocatoire et quand un de ses députés a un problème, ne le pratique pas? Qui nomme ses dirigeants au lieu de les élire? Excusez-moi, il y a un moment, quand vous parlez de démocratie, toutes les 30 secondes... Vous parlez de la République En Marche? Vous l'appliquez, non, je parle de la France Insoumise, vous l'appliquez à vous-même. Qui a élu le président de Renaissance? C'est mon avis, et je ne juge pas le fond. C'est pas le sujet, messieurs. Non, mais je ne juge pas le fond de l'affaire, mais soyez en accord avec ce que vous prenez. Et la France Insoumise n'est pas en accord avec ce qu'elle prône. Alors, il est 11h46, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. C'est passionnant ce débat politique. C'est passionnant parce que on essaie de faire avancer les choses au moins. Bon, c'est bien beau de déposer des motions de censure, on la vote pas et tout, mais après. Bon, mais moi, je voudrais faire avancer les choses. Et Bruno Millienne, vous avez une idée, tiens. Lancez. Allez-y. Adressez-vous au président de la République. On va déjà essayer de partager un constat. La géographie de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est bien un signal que nous ont envoyé les citoyens, non pas de nous affronter, mais de travailler ensemble. Mais oui, on est bien d'accord. C'est ce que demandent les Français. Est-ce que si tout le monde est d'accord sur ce constat-là, je ne suis pas président de la République et il vaut mieux pour les Français, mais moi je serai le président de la République, je dirais ok, j'ai entendu... je vous donne 3 semaines aux Républicains, ceux qui sont républicains, républicains et démocrates, je mets les extrêmes en dehors, pour constituer un gouvernement autour d'un projet commun et de me proposer un Premier ministre. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez... Mais c'est Bruno Millienne tout seul qui parle, c'est pas le modèle. Bruno Millienne, il faut qu'il parle au président. Qui parle. Donc vous excluez la France Insoumise et le Rassemblement National. Pour moi, je mets les deux dos à dos. Vous mettez les deux, vous les sortez et vous dites à tout le monde, à tous les autres, venez autour d'une table, 3 semaines, je suis président de la République, mettez-vous autour d'une table pendant 3 semaines, réfléchissez à un programme et proposez-moi le nom d'un Premier ministre. Vous adhérez ou pas? Tiens, on fait un tour de table, Philippe Brun, vous êtes député socialiste. Moi, l'idée d'un gouvernement d'union nationale, je ne la rejette pas.
je crois d'ailleurs elle correspond à ce que les gens attendent aujourd'hui. Mais cette union nationale, elle doit se faire en respectant chacun des identités politiques de chacun. Non, je vous le dis. Et il faut savoir de quoi on parle. Si c'est pour faire le programme d'Emmanuel Macron, la réponse est non. C'est pour faire un autre programme. Non mais donc oui, je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Je pense que si on met à l'écart LFI et RN. C'est pas ça la question. Pour moi, la question c'est qu'est-ce qu'on défend. Si un gouvernement national qui fait. Donc c'est mal barré. C'est déjà mort. Non, un gouvernement national qui dise nous défendrons la hausse du SMIC, d'accord, le droit au départ à la retraite à 62 ans, le blocage des prix, le blocage des prix, la question également des services publics en milieu rural. Non, 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont leurs annuités. Bref, défendre ces sujets-là, moi je crois que cela a un intérêt. On pourrait éviter. Et on pourrait effectivement réfléchir à cela. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. On est dans une présidence jupitérienne qui refuse de dire. Non, mais si, le compromis est possible. Mais encore, il faut qu'on soit plusieurs à le vouloir. Bien. Ça serait un gros coup politique, imaginons. Ça serait pour le président de la République un gros coup politique. Je pense que dans la majorité, beaucoup n'accepteraient pas cela aussi. Hein. Mais enfin, moi, j'ai pas trop de problèmes à proposer cette solution. C'est dans l'ADN du MoDem. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait une bonne solution, Benjamin Saintuy? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent à sortir de cette crise démocratique parlementaire, ils vont dans le bon sens. Mais cette politique fiction, elle trouve sa limite intellectuelle à ce stade, à savoir si le président de la République est capable de faire acte de contrition, capable de comprendre que son programme électoral n'est pas majoritaire dans ce pays, qu'il faut donc le mettre de côté et créer les conditions pour définir ensemble les priorités. Moi, je considère que les priorités, c'est le travail, c'est l'hôpital public, c'est l'éducation nationale, sont les territoires. Donc, si le président de la République nous dit venez travailler avec nous pour faire ce que j'ai rêvé de faire, ça sera évidemment non, puisqu'ils se sont trompés. Si maintenant on change de président de la République, non pas de personne, mais de méthode, et qu'il change son logiciel, alors j'imagine que les intelligences qui veulent voir la France réussir et le pays apaisé, vous y croyez, franchement, envie. Je parle pas d'Emmanuel, de la volonté d'Emmanuel Macron, mais je vous parle. S'il propose ça, vous croyez vraiment que ça peut créer... Non, mais Jean-Jacques Bourdin, il y a quand même... Je vois la situation politique tellement bloquée. Si on peut, avec un tout petit peu de lucidité, on a des lois qui arrivent. On va passer l'épisode de la réforme des retraites. On a une loi très importante qui arrive, c'est sur la loi travail. Là, il y a vraiment des choses à faire. Et il y a vraiment des choses à faire en commun. Tous ensemble, parce que le rapport au travail, la façon dont on aborde le travail aujourd'hui est différente. Moi, je trouve insupportable aujourd'hui, alors je pense que ce n'est pas constitutionnel, mais qu'on en soit encore à se poser la question de l'égalité des salaires hommes-femmes, ça devrait être réglé depuis plus longtemps. Mais bien sûr. Ça devrait être imposé. Les carrières longues, ça devrait être réglé depuis longtemps. Les seniors, on a fait beaucoup de choses pour la formation, pour l'apprentissage, on en a pratiquement 1 million, on ne s'est toujours pas occupé de l'assignation à métier que vivent certains de nos concitoyens. On ne construit pas les passerelles. Tout ça, c'est des combats qu'on peut avoir en commun. Oui. Parce que Benjamin Saintuy, pour terminer, il nous reste 1 minute 20. Il dit des choses intéressantes, mais il faut dire aujourd'hui que le gouvernement, il se trompe dans la méthode. Je vais prendre un exemple. On parle des retraites, entêtement, surdité. Mais je prends un autre exemple. On va voter demain soir le nucléaire. Le nucléaire, à l'exception des Verts et des Insoumis qui étaient opposés par principe, j'allais dire, toutes celles et ceux qui sont dans l'hémicycle étaient plutôt intéressés. Le gouvernement, par voie d'amendement, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il a ajouté la fusion des éléments de sûreté. Un bordel absolu. Tout le monde était opposé. La concertation n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que c'est bien la méthode qui pose problème. Mais ça, je le reconnais. Même les collègues de Bruno Millien, même moi, j'ai posé un amendement pour essayer de sauver le truc et redonner la main aux parlementaires. C'est le bazar. Bon, c'est le bazar. Oui. Vite, la 6ème République. Donc, il n'y a pas de majorité. Donc, si j'ai bien compris, vous ne respecterez pas le droit révocatoire pour vos troupes. De majorité dans l'opposition. Il n'y en a pas. La clé, c'est Emmanuel Macron. La clé aujourd'hui, c'est de construire un compromis nouveau sur des bases nouvelles qui ne sont pas des bases ultra-libérales et antisociales que sont celles qui sont proposées par le président de la République aujourd'hui. Bon, écoutez, on n'est pas au bout de nos peines, hein, les Français. Et il est quelle heure? Il est 11h55. Merci à vous. Merci Jean-Jacques Bourdin. C'était très très intéressant, hein, vraiment franchement très intéressant, parce que ça nous permet au-delà des postures des uns et des autres et au-delà de cette volonté sans arrêt de créer le clash, essayons quand même de réfléchir pour faire avancer les choses. Il est 11h55.